bienvenue dans votre émission, cette libre antenne qui est à vous et rien qu'à vous, pour échanger avec d'autres auditeurs au 39 21, pour vous confier aussi et trouver des réponses à vos questionnements intérieurs. Les conseils des autres nous sont précieux, mais ils ne doivent rester que des conseils. L'essentiel, c'est que vous percevez ce qui vous semble bon et juste pour vous, mais attention à la tentation de plaire, à celle de prendre ses décisions en fonction des autres, de l'image qu'ils auront de nous ou de vouloir coller à l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Sans trop le réaliser, on prend parfois nos décisions car on aime l'image qu'elles nous renvoient de nous et non pas parce qu'elles nous font profondément vibrer. Tout ceci n'est qu'une motivation de surface. On croit que l'on vit selon nos propres termes, mais la réalité est que ces critères auxquels on veut tant correspondre viennent rarement de nous. Ce sont des jugements extérieurs que l'on a fait nôtres au fil du temps. Si on regardait dans notre cœur, on découvrirait quelque chose de très différent et on se retrouve face à des élans que l'on peut avoir niés depuis longtemps. Ce soir au 39-21, on peut chercher ensemble ces parties de vous qui réclament votre attention et que vous avez étouffées avec vos jugements, car aucune image ne sera jamais aussi glorieuse que la joie d'être ce que vous êtes vraiment, celle de vous rencontrer pleinement. Quentin est là, fidèle au standard du vendredi soir pour recevoir vos appels au 39-21 et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit et dialoguer avec nous par mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Bienvenue. Oui, merci. Alors moi, je vous avais déjà appelé un mois et demi, mais j'avais eu affaire à, à Caroline. À Caroline, oui. Ouais, suite à une séparation qui s'est passée début mai. Oui. Et en fait, donc entre-temps, moi j'avais gardé une relation amicale avec un précédent compagnon, et puis en fait, c'était un ami simplement, alors je lui ai confié mon souci. Et puis il a commencé à revenir un petit peu vers moi, mais bon, comme je sais que c'est un homme volage, je me faisais aucune illusion, en fait, parce qu'il m'avait déjà trompé, cet ex-compagnon. Mais en fait, le problème, c'est qu'il revient vers moi et il ne sait pas trop comment faire, parce qu'en fait, comme on s'est séparés mutuellement, ça fait maintenant 7 ans, donc lui, il a eu une liaison avec une autre femme, et donc moi avec mon ami, mais donc mon ami m'a quitté moi en début de mai, mais lui il est toujours avec cette femme, avec qui il est donc depuis 5 ans maintenant, mais ça veut dire que chaque année, à une période précise, c'est-à-dire en cette fin d'année, il commence à se quitter un peu, il la laisse partir, elle reste chez elle pendant des semaines, pas de nouvelles, et au bout de 3-4 mois, elle se réveille, elle rappelle et il la reprend avec lui. C'est une liaison, c'est quelque chose de même pas compréhensible, vous voyez, j'ai du mal à comprendre tout ça. Puis en même temps, alors ce qu'il fait, parce qu'en fait c'est un homme qui aime tellement les femmes qu'il peut, à une époque, il a 25 ans, il a eu pendant des années, une femme et des maîtresses, enfin bon, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, vous voyez, et moi ça me mine. Je lui dis, mais t'as un problème véritablement à la base avec les femmes, t'as un compte à régler, quelque chose qui se passe, et en fait il m'a expliqué qu'il avait divorcé, ça fait 25 ans, et depuis ce temps-là, c'était n'importe quoi avec les femmes en fait, finalement. Il fait n'importe quoi, c'est-à-dire que il peut très bien avoir 2 à 3 relations, enfin c'est-à-dire plusieurs femmes en même temps. Et Cathy, le fait que vous trouviez qu'il fait un peu n'importe quoi, qu'il va et vient avec les femmes ou qu'il alterne comme ça, à vous en fait, c'est un ami, c'est ça, de longue date. Il est resté ami avec moi, mais là depuis que j'ai plus la liaison avec mon compagnon vraiment, eh bien en fait il est revenu vers moi. Mais en fait il est très perturbé parce que ce qu'il dit, c'est qu'en fait comme j'ai un problème, si vous voulez, au niveau physique, eh bien comme on n'a pas vraiment franchi de pas à nouveau, alors il me dit, moi il se connaît quand même, je suis tellement volage, il me dit que si je reviens avec toi, je risque de te tromper. Donc il veut pas, vous voyez. Est-ce que vous avez déjà eu une liaison ensemble? Mais oui, j'ai eu une liaison avec lui entre 2006, plus d'une année, 2006-2007 quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un homme, mais alors je ne comprends pas, alors en fait son mode de fonctionnement, mais je lui dis en même temps, tu n'as pas de sentiment quelque part, tu peux savoir en fait ce qu'il en est entre moi que tu as bien connu, quand même on s'est fréquenté assez, et puis cette autre femme, et après j'apprends aussi autre chose parce qu'il se confie tellement, et j'apprends aussi autre chose qui va dans une maison de campagne, là à 200-300 km d'ici, et que dans un magasin il a fait connaissance de quelqu'un. Donc c'est assez impressionnant. Oui, et Cathy, pourquoi c'est si important pour vous de comprendre son mode de fonctionnement? Je comprends pas.
je ne comprends pas mais ça. pourquoi c'est important pour vous? Parce qu'en fait, vous êtes un peu attiré par lui? Oui, oui, c'est un homme avec qui à la limite, je pouvais renouer si vous voulez. Voilà. Mais dans ce contexte-là, moi, j'ai un mal fou parce que moi, le problème, c'est que moi, j'ai plus la confiance, vous comprenez? Oui, ça vous fait peur. J'ai peur, parce que je me dis, alors là, après, il m'apprend ça, après à nouveau, et finalement, il me dit, tu sais, je suis malheureux de ça, mais au lieu d'en pleurer, je finis par rire et il fait n'importe quoi avec les femmes, quoi. Mais moi, je me dis qu'il y a vraiment un problème. Mais votre souci, finalement, Cathy, c'est que toutes les confidences qui vous fait, cet homme, ça vous crée beaucoup plus d'inquiétude et du coup, ça veut dire que c'est pas un homme pour vous, finalement. Mais non, en même temps, parce que j'ai gardé un peu de sentiment en même temps, vous voyez, parce on était quand même très proches, on a eu une liaison pendant plus d'1 an à l'époque, mais j'arrive pas à comprendre, moi ça m'interpelle parce que je suis beaucoup, depuis que je travaille plus depuis 6 ans, je m'interroge beaucoup à la psychologie, si vous voulez, des gens, et ça m'interpelle. Parce que je me dis, mais ça vient de quelque part, alors je lui dis, mais ça vient de ton enfance, il me dit non, ça vient du divorce, et en plus, il n'a pas eu de chance parce qu'il a divorcé, voilà, 25 ans, puis après, il connaît une compagne qui a eu une maladie, et la pauvre, elle est partie, et en fait, à partir de ce moment-là, ça fait donc maintenant 10 ans, ça a été du grand n'importe quoi. Avec plein de femmes, des quantités, mais alors quand il raconte ça, moi je reste là, je suis là, les bras ballants presque, j'écoute, et je me dis, mais est-ce que c'est possible? Vous lui avez demandé, Cathy, pourquoi il vous racontait tout ça? Non. Quel est son, voyez, vous pensez qu'il a quel objectif parce que une femme avec laquelle il aurait envie d'avoir une liaison, quel est son objectif de vous raconter tout ça? C'est ça que je comprends pas. Alors, il est, vous voyez, de se faire accepter totalement avec toutes ces parties sombres. Moi je peux pas parce que je sens qu'il y a toujours une ombre qui plane là. Puis moi je suis très droite dans ma tête, très clean. Je veux une relation vraiment. Vous voyez, si je veux rencontrer quelqu'un, c'est vraiment. Moi je suis très droite et c'est une seule personne, quoi. Je conçois pas ça. Oui. Et lui, il peut, voilà, moi, il m'a expliqué des choses, mais invraisemblables. On peut pas même des choses qu'on peut pas dire parce que, voilà, vous voyez. Donc, alors moi, ça m'interroge quand même sur la psychologie parce que je suis tellement rentrée là-dedans à vouloir un peu étudier tout ça parce que ça m'intéresse. Et je me dis, mais il y a plus qu'un problème parce que où sont les sentiments? Alors ça, on ne sait pas où ils sont. Est-ce qu'il y en a? On ne sait plus. Vous avez l'impression qu'il prend les femmes pour des objets? Oui, moi je pense que qu'il est dans la relation d'objet. Oui, moi je pense que c'est ça. Oui, c'est fort possible. Et vous n'avez pas envie d'être un objet de plus dans la collection? Non. Oui, complètement, parce que... Tout en ayant envie aussi, c'est-à-dire être envie d'être sujet. Oui, parce que c'est un homme quand même qui me correspondait. À côté de ça, il a d'énormes qualités, bien sûr, mais c'est plus que volage, quoi. Ce qui est très séduisant pour vous, Cathy, chez un homme comme ça, qui vous confie toute son histoire, tous ses égarements, on va dire, ses égarements féminins. Ce qui est très séduisant pour vous, c'est que, étant sans doute l'une des seules à connaître toute l'histoire ou toute l'étendue, je pense. Ça vous donne comme un rôle et comme un projet de sauver cet homme. Quelque part, oui, parce que je sens quand même qu'il a quand même, il y a quelque chose de malheureux là en même temps. Que vous trouvez, c'est votre perception. Est-ce qu'il vous dit qu'il est malheureux? Oh, aussi, parce qu'il me dit quelquefois qu'il en aurait même envie de pleurer, ça va jusque-là. Et c'est pas ce sort. Mais moi, je pense qu'honnêtement, vous voyez, moi, j'en déduis des choses et je me dis quelque part, il aurait dû consulter parce qu'il y a quelque chose quelque part. Vous lui en avez parlé? Non, je ne lui ai pas dit, j'ose pas. Ah oui. Vous pensez, vous, honnêtement? Mais je sais pas, que ça dépend de la relation que vous avez avec lui. Là, vous voyez, si c'est on est un petit peu plus calme, mais sans plus. Vous voyez, je suis pas sa compagne. C'est-à-dire que si vous lui conseillez de consulter, vous perdez votre rôle de psy auprès de lui d'une certaine manière. Oui, parce que j'ai un peu un rôle de psy, c'est ce qu'il m'a dit encore hier soir. Oui, et ça doit bien vous plaire aussi. Oui, ça me plaît parce que ça m'intéresse en même temps, parce que je me dis, moi, ça m'interpelle vraiment. Mais moi, comme je veux reconnaître quelqu'un, mais c'est pas, je suis pas du tout là-dedans. Vous voyez, je suis complètement en milieu de ça, et il le comprend, Il le comprend, il comprend très bien, et il voit qu'en fait, c'est quelque chose entre guillemets qui me mine, en fait, j'en ai presque par moments des angoisses. Vous voyez, c'est quelque chose qui me tracasse. Mais ça m'étonne pas, Cathy, c'est là où vous n'êtes pas sa psy et vous ne devez pas l'être. Oui, voilà. Vous voyez. Et oui, parce que c'est une posture, professionnelle, et que vous, finalement, il vous entraîne. C'est un peu, vous voyez, l'histoire de Barbe Bleue qui vous entraîne de regarder un peu toutes ces femmes, vous donne la clé, vous dit surtout n'ouvre pas la porte. Oui, c'est un peu il joue un peu à Barbe Bleue avec vous. Donc forcément, ça vous mine un peu. Ouais, c'est un peu avec difficile. En plus le projet, parce qu'il vous entraîne dans une histoire de sauvetage. Et c'est très tentant pour vous. Oui. C'est très tentant.
En vous confiant de tout ça, il fait de vous, il vous met à une place de femme qui va pouvoir le réparer. Ah oui, c'est ça. Et pour vous, c'est excessivement séduisant. Oui, c'est ça. Mais bon, moi, j'avoue que quand même, je crois que là, j'en prends un petit peu sur ma santé. Pas de ces temps-ci. Au départ, ça a été là, au début de l'été, parce qu'on s'est revu un petit peu amicalement au départ, parce que. Et puis là, ces temps-ci, j'avoue que c'est trop lourd. En fait, c'est pas mon rôle, parce que il faudrait qu'il prenne conscience qu'il a un véritable problème, honnêtement, je pense. Je le pense. Moi, ça c'est ce que vous pensez. Ce qui est intéressant je pense pas qu'il le voit comme ça. Mais ce qui est intéressant là, dans ce que vous confiez ce soir, Cathy, c'est en quoi son problème devient le vôtre et vous mine. Et c'est ça qui est pas très juste pour vous. Ouais, parce qu'en même temps, c'est pas ça que je cherche du tout. Vous voyez, c'est ça mais en quoi son problème est le vôtre, vous voyez? En quoi c'est lié? En quoi vous êtes lié là-dedans? Oui, c'est ça que Et là, c'est pour ça qu'il m'a raconté son autre histoire avec cette personne qui est à 300 km d'ici. Mais je lui dis, mais attends, t'aurais pas assez de moi en tant que confidente, mettons, ton ami l'accompagne, entre guillemets, enfin, c'est un peu bizarre cette histoire aussi qu'il a, cette liaison. Et tu as encore des vues sur à nouveau quelqu'un qui est là, très loin. Mais moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Alors, en fait, il m'a quand même me dit, écoute, moi, je sais que c'est pas ça que tu veux. Et en fait, il a été honnête en me disant, je ne veux pas renouer parce que j'ai peur de te tromper quelque part. Oui, donc il vous dit qu'il a rien à vous offrir. Voilà, c'est ça. D'une certaine manière. Et ça vous frustre. Bah oui, en même temps. Oui, c'est vrai. Ça vous déçoit. Oui, Est-ce que vous auriez espéré qu'il vous dise viens me sauver, viens dans ma vie pour m'enlever de tous ces démons qui me rongent. Oui, mais je pense moi je vais peut-être finir par lui dire, parce que je suis comme devenue, c'est plus qu'une confidente, j'étais comme sa compagne pendant un moment, on a quand même beaucoup c'est parlé, ça qui est troublant, vous êtes son ex aussi. Ah oui, oui, parce qu'on s'est fréquentés dans les années oui, c'est ça, ça fait 8 ans maintenant. Oui. Et vous aviez et au moment de le quitter, enfin quand la liaison avec lui s'est terminée, ça s'était terminé comment? Parce que c'était parce qu'il m'avait trompé déjà à l'époque. Ah oui. Et là, en fait, le problème, c'est que j'ai découvert ça de mes propres yeux. Ah oui, mais alors Cathy, vous voyez, vous êtes aujourd'hui dans la position de celle qui pourrait, je dis qui pourrait. Alors, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça que vous percevez de cette histoire, que vous pourriez arrêter. C'est-à-dire que c'est comme si, et dans votre volonté de comprendre, c'est enfin je vais avoir les manettes pour arrêter ce qu'il m'a fait à moi, ce qu'il a fait à d'autres. C'est un peu, je crois. En le comprenant, j'aurai les leviers. Ah oui, c'est ça. Mais même en le comprenant, vous n'aurez pas les leviers de son action. Non, à mon avis. Oui, je l'arrêterai pas dans sa course folle. Vous êtes comme si vous étiez avec, voyez, avec un drogué ou un addict, et vous tombez dans l'addiction avec. Vous voyez, quand on cherche à sauver quelqu'un d'alcoolique ou autre, on sait que c'est très compliqué. On est la personne la moins bien placée parce qu'on tombe avec. Et qui vous entraîne en fait. Et là j'ai l'impression que c'est ça, parce que lui c'est pas l'alcool et la drogue, mais c'est le sexe, parce qu'il ne voit que par ou les rencontres, ou les rencontres, mais il est très axé sur le sexe, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Moi je vous dis, je suis restée combien de fois scotchée par des histoires qu'il a pu me raconter, mais c'était assez impressionnant quand même. Je reste là comme deux ronds de flanc, je reste assise et puis j'écoute, mais je me dis mais c'est. Oui, parce qu'en plus il vous rend confidente et complice de tout ça, et vous savez un peu comme les. Alors j'exagère volontairement l'image, mais comme les films d'horreur, on a envie de continuer à regarder, on a envie de savoir. On a envie de savoir, mais en même temps... Et en même temps, on se blesse un peu, on se fait peur, on s'effraie. Oui, c'est ça. Donc, et que finalement, ça vous hante un peu, toutes ces images. Oui, ça me hante, et puis je me dis, mais c'est quand même l'histoire avec la personne là qui est à 300 km d'ici, je me dis, il aurait pas dû, honnêtement, il aurait peut-être pas dû, mais je suis devenue confidente, c'est clair, c'est ça, mais en même temps, moi, il m'entraîne. Parce qu'il n'est pas très protecteur, cet homme-là, avec vous. Non, je pensais honnêtement. C'est pas très protecteur de vous raconter tout ça, finalement. Non, parce que c'est même très paradoxal, parce que d'un côté, c'est sauve-moi, mais regarde à quel point tu ne peux pas me sauver. Voilà. C'est ça qu'il est en train de vous faire. Il vous met dans ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Sauve-moi, mais tu ne le pourras jamais, puisque tu vois ma vie. Et vous continuez à... vous êtes un peu piégé. Vous voyez, que vous le sauviez, entre guillemets, mais vous ne le sauverez pas ou pas, ça revient à peu près au même. C'est important de prendre la mesure, Cathy, plutôt de ce qui est important pour vous là-dedans, qui est de ce projet de le comprendre pour le sauver. Et de se dire, une fois que j'aurai compris, alors je pourrai l'accepter, et alors on pourra renouer, et je serai la femme juste pour lui, la femme qu'il lui faut. Vous êtes dans ce projet-là. Mais attention, parce que ça, c'est un projet toute seule, c'est pas un projet avec lui. C'est pas ce qu'il vous propose, en tout cas.
sais pas ce de réel. Non, il n'y a pas... Voilà, Donc il faut savoir où vous êtes là-dedans et en quoi vous voyez, continuer à réfléchir à en quoi son histoire et ce que vous considérez comme un problème pour lui devient le vôtre. Ça, c'est important. Il y a Lucie qui dit: votre Don Juan vous fait du mal, il se réalise par les amours multiples, ce qui n'est pas forcément un problème quand on y consent. Et puis il y a Bob qui dit: il oblige-t-il à renouer? Il joue de la flûte pour la remettre dans son lit. La solution, c'est de le voir, ou alors c'est le plaisir de se torturer, dit Bob. Oui, c'est vrai, mais moi j'ai pensé quand même mettre un terme. En fait, vraiment m'éloigner, parce qu'honnêtement, là, je vois que je suis dans une souffrance, finalement. Je me retrouve dans une souffrance obligatoirement. C'est quand même excessivement difficile. Et puis c'est quand même quelqu'un qui, en fait, il est quand même, il pense vraiment à sa personne. Il me dit: mais moi, je ne sacrifierai pas ma maison là à tel endroit. Je ne dirai pas le nom où est sa maison de campagne, parce qu'il y a X personnes qu'il a fait, des compagnes qu'il a voulu emmener là-bas, qui ne se sont pas plues. Et bien finalement, il a préféré couper court. Je coupe court à ma relation parce que ma maison de campagne ne te plaît pas. Tout est comme ça, vous voyez. Et Cathy, de quoi, quand vous dites je souffre beaucoup de ça, vous souffrez de quoi exactement? Quel mot vous mettez sur votre souffrance? Le mot, je sais pas comment expliquer, mais je sais plus en fait comment me comporter avec lui, parce que je sais plus qu'est-ce qui vous fait. Je vais reposer ma question autrement. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? En fait, c'est de me dire qu'en fait, quelque part, il est revenu vers moi, c'est-à-dire vers le début fin mai, par là, début juin, et que je voyais que éventuellement on pouvait renouer. Je pensais que c'était faisable, honnêtement, parce que je le connaissais. Voilà, on pouvait, je pense. Mais quelque part, après, je me suis rendu compte que d'abord cette femme, elle est toujours là dans l'ombre. Cette autre femme qu'il a fréquentée qui fréquente depuis 5 années, est toujours là. Donc un coup je viens, un coup je viens pas. Je viens te voir, je viens pas, etc. Là, je me suis dit quand même, il faut réfléchir, parce que elle est là, cette femme, et il l'a pas quittée. Donc effectivement, il l'a pas quittée de tout l'été. Et en fait, elle appelle, elle leur a pas donné de nouvelles pendant X temps, X semaines, X mois. Et puis voilà, elle réapparaît. Et puis lui, il ouvre sa porte. C'était quand même très particulier. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, Cathy, que vous souffrez de ne pas être choisie? Est-ce que c'est ça? Peut-être en même temps. Choisi par cet homme-là précisément, qui choisit tout le monde, mais vous... donc là, moi, ce qui vous fait souffrir, c'est qu'il ne vous choisit pas. Oui, je pense complètement que et réellement. Et qu'il en choisit aussi plein d'autres en même temps. Plein d'autres, mais voilà. Donc, c'est ce choix qu'il ne fait pas et que vous auriez souhaité qu'il fasse. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, je pense honnêtement que maintenant, je réfléchis beaucoup et je pense qu'il ne le fera pas. Il préfère cette vie dissolue, ça lui va bien. Et un jour, je lui dis: mais avec toutes ces relations là que tu as pu avoir, tu as pris des précautions? Non, sans plus. Mais je lui dis: tu t'en sors bien alors? Alors il me dit: mais c'est peu importe, même si j'attrape quelque chose, c'est pas gênant. Tu sais, moi, la vie pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Il en est là, vous voyez. Mais, Cathy, il n'a pas le côté. Vous pensez beaucoup sur lui, sur qui il est lui. Et moi, j'aimerais que vous me disiez ce soir qu'est-ce que vous pensez sur vous et qu'est-ce que vous ressentez vous quand vous êtes en contact avec lui. Qu'est-ce qui se passe en vous? En moi. Quand on en parle là. Je sais pas comment dire. Je me sens bien, si vous voulez, mais il y a toujours une arrière-pensée, parce que même si vous voyez, on a fait que des petites sorties ensemble ces temps-ci. Là, on va au cinéma, on se fait des restaurants, on est des sorties amicales. Et comment vous vous sentez dans ce là, cas-là? en fait, il y a des moments bien, mais je sens qu'il cherchera toujours à avoir le côté relation intime. Et je sens qu'il est très axé là-dessus, et je le connais parce que je sais qu'il est comme ça. Donc ça me gêne un petit peu. Donc vous sentez, on pourrait dire que vous vous sentez sur vos gardes, vous sentez méfiante. Oui. Voire en danger, enfin, comme avec un prédateur. Oui, c'est un peu ça, parce que et puis il était un peu déjà à cette époque-là, quand je l'ai fréquenté, il n'avait pas un côté trop doux, enfin sans plus, et il n'a pas changé. Et moi, vulgairement, je le remets à sa place. Je lui dis: écoute, tu me prends pas le bras comme ça, toujours, il enlace, mais c'est pas, vous voyez, il n'a pas le côté tendre que moi j'aime. En fait, il se retrouve dans un opposé, de ce que j'attends. Alors, je comprends rien, ça. Je comprends pas. Alors, la question du coup qui se pose, c'est quel plaisir vous avez à être avec lui? Alors c'était simplement quelque chose de vraiment. Ça s'est arrêté amicalement en même temps. Si ça s'arrête, il n'y a rien eu de plus, honnêtement. Mais quel plaisir vous avez là en ce moment, dans les moments que vous partagez?
comment dirais-je, il y a une bonne intellectuelle en fait, c'est ça qu'il y a, je pense. Il parle bien. Oui, oui. Et puis il vous raconte plein de choses sur lui. Oui, alors ça, quelque part, comme le côté des humains, moi, les humains m'interpellent beaucoup. Hein. Je sais pas, depuis un temps, moi, je m'interroge beaucoup sur les gens. Alors évidemment, ça, et puis on parle de beaucoup de choses, oui. Alors ça, c'est des bons moments de partage, oui. Oui, mais ça s'arrêtera là parce que même s'il aura dîné avec moi, par exemple, un soir, il y a une petite, on est parti, par exemple, une petite balade, il aura dîné le soir avec moi, à 22h, ça y est, il est parti, il s'en va. Hein. Oui, en fait, vous racontez une histoire dans laquelle la femme que vous êtes n'est pas très comblée au niveau de la femme, hein, de sa perception, de sa sensibilité, de son émotion. Par contre, l'aspect pensée rationnel, là, pour le coup, vous intéresse parce qu'effectivement, vous cherchez à comprendre, vous faites un effort, voilà. Donc, vous êtes mobilisé sur la pensée, pendant qu'à l'intérieur de vous, la perception est pas si douce et agréable que ça. Il y a comme une dissonance, vous voyez, entre les deux. Ouais. Qui vous rend confuse du coup, parce que quand vous rentrez chez vous, vous êtes un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Oui, je sais pas trop quoi faire, quoi penser. Enfin, c'est compliqué pour moi. Alors bon, je me dis. Mais parce qu'il vous met là-dedans. Il me met dedans. Il vous met dans la confusion, cet homme-là. Il me met dedans. Alors. Et il joue avec ça. Oui, je crois. Hein, et il le sait. Oui. Là, moi maintenant, ce que je lui dis, moi je sais pas, honnêtement, je sais pas ce que je souhaite. Et quand il m'a dit hier soir, je crois, il m'a dit, écoute, maintenant, moi je ne pense pas qu'on va renouer parce que j'ai peur de te tromper. Bon là, j'ai quand même, vous voyez, ça avance en se disant, maintenant, il est quelque part, il dit les choses à une époque. Oui, enfin, vous trouvez que en disant ça, il vous dit les choses parce qu'il vous envoie un sacré hameçon en vous disant ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on dit ça à une femme dont on sait qu'elle serait prête? Il sait très bien que toutes ces histoires vous intéressent beaucoup. Donc il vous ferme une porte pour vous donner envie de l'ouvrir. Ça marche à tous les coups, ça. Oui, c'est vrai. Aussi. Vous voyez, de vous dire à vous, non mais tu sais, finalement, ce serait pas bon pour toi, j'aurais peur de te tromper. Alors, ça vous donne encore plus envie d'être cette femme-là qui ne sera pas trompée et de relever le défi. Il vous lance un défi. Oui, c'est un peu. Il vous lance un défi. Un peu ça, oui, si on fait. Mais bon, en même temps, je me méfie parce que moi, je me dis, tu sais, tu me fais vivre des choses qui sont difficiles parce que moi, je sors d'une séparation qui est quand même récente, ça fait 6 mois et c'était difficile. Et là, c'est comme si c'était une épreuve encore, vous voyez. Donc, ça m'étonne pas. Voilà, donc je vis ça comme ça. Mais c'en est une, Cathy. Oui, c'est une épreuve. C'en est une. Il vous en fait vivre une, cet homme-là. Alors, à votre avis, quel est votre avis, vous d'une distance totale. Voilà. Le plus de distance possible, Cathy. Là, c'est pas très juste, hein, ce qui vous fait vivre cet homme-là. Hein. Il est très prédateur et puis il vous promène, il vous fait rentrer dans une intimité de sa vie, en vous fermant une porte d'un côté, en ouvrant une de l'autre, en étant très séducteur sur le plan intellectuel et puis pas d'émotion. Vous me dites vous-même, hein, je sens pas la personne, je ressens rien d'authentique, je ressens pas d'émotion. Ouais, on a affaire à qui quand on a affaire à un homme comme ça, tout lisse? C'est pas avec ça qu'on va créer un lien intime ou agréable avec quelqu'un. Si on n'a pas accès à ça, à quoi on a accès, hein, ça peut pas être que de l'ordre de la pensée. Ouais, c'est clair. Et puis, en faisant tous les efforts que vous faites pour essayer de le comprendre, vous torturez, et ça doit bien lui aller que vous torturiez. Il doit adorer toutes ces questions. Il devient très intéressant. Il est très narcissique, cet homme-là, avec vous. Oui, c'est ce que j'ai pensé après. Au bout du compte. Mais vous savez que j'ai mis du temps à me dire qu'il y avait ce côté narcissique. Vous avez affaire à un grand narcissique, Cathy. Un grand narcissique. Et ça, je n'avais pas connu encore. Donc, c'est voyage autour de mon nombril. Voilà ce qu'il vous propose. Voilà. Donc, à vous de voir si le nombril vous intéresse à ce point-là, mais bon, je ne sais pas si ça vaut le coup. Non, oui, honnêtement, je ne crois pas non plus. Mais j'aurais bien aimé avoir des avis, même s'il y a des gens qui sont intéressés pour m'appeler, vous pourrez laisser. Bien sûr, avec plaisir, Cathy. Parce que j'avoue que j'ai vraiment besoin. Faut que j'évacue ça aussi. Oui, parce que en fait, là, vous êtes en présence d'un homme qui vous fait entrer dans la confusion. Et pour vous, ce qui est très compliqué, c'est de vous donner raison, de penser, de sentir ce que vous pensez et ce que vous sentez. Vous voyez, c'est que comme là maintenant votre radar là, il est devenu confus parce que vous savez plus si vous avez raison. Dès qu'il vous dit quelque chose, vous donne une circonstance atténuante. Puis le coup d'après, vous dites aïe, là ça fait mal. Ah non, mais là il est tellement gentil. Donc vous faites les questions et les réponses, vous faites beaucoup d'efforts et vous vous épuisez et vous ne voyez plus clair. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes en présence de quelqu'un qui vous manipule. Ah ouais. Mais oui,
j'avais pas pensé ça, et quand je l'ai fait, ouais, mais à l'époque c'était différent, le contexte a beaucoup changé. Je l'avais pas connu sous ce jour-là, vous voyez, c'est curieux. Ah, vous l'aviez pas connu Non. sous ce jour-là, du tout. Non, pas vraiment, non. Pas Ou est-ce que vraiment. vous aviez pas vu? Ah, c'est peut-être ça qui vous perturbe le plus alors. Ouais, franchement, j'avais pas vraiment perçu la chose, même cette histoire de maison là. Je suis allée une fois là-bas, moi ça m'a pas trop plu, mais bon. Oui, mais la liaison que vous aviez eue avec lui s'était bien passée ou? Oui, mais oui, ça s'était Ou alors bien. vous étiez plus jeune et vous n'avez pas j'étais perçu plus autant de jeune, choses. Et puis en même temps, c'est un homme avec qui je me suis sentie quand même bien, il faut le dire. Et puis j'avais peur de le perdre, donc voilà. Vous étiez très attachée à lui à l'époque. Très attachée à l'époque. Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc il y a aussi sans doute une tristesse ou un regret de se dire ici c'était encore possible, maintenant qu'il est là. Oui, il y avait un fort attachement, et qu'il est revenu. bien sûr. Oui, tout à fait. Il y avait un fort attachement. Ouais. Oui, c'est clair. Il y a Pascal qui dit il a un petit côté landouru, cet homme-là. Est-ce que Cathy, vous devriez pas vous demander quel est votre bénéfice secondaire, demande Pascal. Alors je sais pas si ça vous parle le bénéfice secondaire, mais vous savez c'est quel intérêt on a quand on est dans une situation qui nous fait souffrir, quel intérêt on a à rester dans cette situation qui nous fait souffrir. C'est ça, c'est ce que je me dis aussi. Hein. Mais de toute façon, il y a une époque là pendant ces derniers temps où j'avais mis de la distance quand même. Hein. J'envoyais plus de messages. Quand il voulait lui avoir des nouvelles, il appelait. Mais j'avais mis, et c'est là que j'avais raison. En fait, je n'aurais peut-être pas dû trop répondre. En même temps, Cathy, pour répondre aussi à Pascal, le bénéfice, vous nous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, c'était celui d'essayer d'être un peu sa psy et de la femme qui allait le sauver, vous voyez, de sa malédiction. En même temps, je sais. Ah non, vous ne sauverez rien, oui. Il y a Joséphine qui vous dit c'est un chasseur, vous êtes un gibier. Et là, comme les autres. Et honnêtement, vous savez, à mon avis, c'est pas récupérable à ce stade où il est là, c'est pas possible. Ah non, c'est pas récupérable, non, je vous le confirme. Vous voyez, vous confirmez. Non, ce qui n'est pas récupérable, peu importe sa vie et ses choix, c'est ce qui vous fait à vous qui n'est pas récupérable. Ouais, c'est ça. C'est sa façon de se comporter avec vous et sans doute bien entendu avec d'autres, parce que ça fonctionne comme les vampires, ce genre de personnage. Hein, quand il a pris sa dose, il va en chercher sa dose ailleurs. Hein, et puis oui, ça, en fait, c'est quelque chose qui en fait, il n'a pas fini avec une femme, qui va recommencer avec une autre, et puis voilà. Donc c'est quelque chose qui peut durer, qui durera toujours, et à mon avis, voilà. Donc si on a quelque chose à régler à ce niveau-là, si on se dit qu'on a à régler entre guillemets des comptes avec des femmes ou des hommes, en même temps, on se fait. Alors, est-ce que c'est un compte à régler? Vous savez, un personnage très narcissique comme il a l'air d'être, il a une faille en lui. Il ne sait exister qu'en prenant justement, tel un vampire, son énergie chez l'autre. Donc il n'existe qu'à travers l'autre et il a besoin quelquefois de beaucoup de doses. Mais c'est quelqu'un qui est en fait très fragile narcissiquement, qui a un grand vide à l'intérieur. Ouais. Alors pour peu, et je voulais pas prononcer le nom, mais il y a les narcissiques, puis il y a les pervers narcissiques, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais je me demande s'il n'y a pas aussi, par rapport à des comportements qu'il a eu avec moi, un côté pervers aussi. Donc, voyez, le pervers narcissique, la grosse différence entre les deux, Cathy, elle se voit tout de suite. Le pervers narcissique, il a une énorme jouissance à faire souffrir, en fait, ses proies. Son plaisir est dans la souffrance. Le narcissique pur, il n'est pas là-dedans. Il est même quelquefois triste de faire souffrir, mais il est tellement autocentré que l'autre n'existe pas. Donc c'est un sentiment désagréable quand on est. Oui, voilà, quand vous êtes avec lui par moment, il va vous parler, puis tout d'un coup, il décroche de la conversation, et vous n'êtes plus qu'un écran, un écran vide. Il n'y a plus personne. Vous n'êtes plus là. Pour lui, oui. Et puis le pire, c'est de se sentir quelquefois, bien souvent, là, ces temps-ci, vraiment, je vais même finir par lui dire, moi, je suis pas une femme objet, je suis pas ton objet de désir, quoi. Attends, là, tu te trompes. Oui, mais c'est sa relation aux êtres. Ouais. Il ne sait pas être sujet, et il ne reconnaît pas les sujets parce que lui-même ne se reconnaît pas comme sujet. Ah, voilà. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est au fond de lui-même, je pense. C'est toute une histoire de vie, Cathy. Donc là, après, ça lui appartient. Oui, tout à fait. Okay. Ça lui appartient. Bon, écoutez, s'il y a des personnes qui veulent bien me témoigner, qu'elles effectivement m'aider un petit peu, parce que ça m'aiderait bien, parce que j'avoue que je suis un petit peu dans la spirale infernale, là. Par moments, ça va. S'il faut que je sorte beaucoup, il faut absolument que je m'occupe. Dès que, effectivement, j'essaie de repenser, là, ça commence à se compliquer. J'ai beaucoup de temps, j'ai des occupations, mais malgré tout, c'est toujours quelque chose de pressant, vous voyez. Prenez soin de vous, Cathy, là. Ça me paraît important. D'accord. Prenez bien soin de vous. Bonsoir, Cathy. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Au revoir. Bonsoir, Yvette.
Yvette ? Bonsoir Yvette, vous êtes à l'antenne d'Europe 1. Vous nous entendez ? Oui ? Oui. Bonsoir Yvette. Bonsoir à vous. On vous entend très loin. Parler. Oui ? Vous êtes là, on vous entend très loin Yvette. Ah, vous m'entendez mieux ? Oui, on va essayer. Allez-y. Bon. Super. Vous êtes là, c'est bon. J'ai subi vers l'âge de 5-6 ans des violences sexuelles par un parent proche, mais dans la famille éloignée. Et à partir de ce moment-là, puisqu'il y a eu répétition de la malveillance, j'ai connu la souffrance, la peur, l'angoisse. Et cette situation fait que toute ma vie a été empoisonnée par la peur, par l'angoisse. Et tout ce que je faisais, tout ce que j'ai fait a toujours été l'objet de tentatives de destruction. Oui. Et donc, j'ai eu recours, donc je n'ai jamais pu en parler. Et ni même à mon mari, puisque j'ai quand même réussi à me faire une vie. Oui. À son décès, j'ai entamé une première psychothérapie, suivie d'une seconde, puis d'une troisième. Mais je n'ai jamais obtenu la réponse, l'explication de de l'écho de ce que j'avais vécu sur les ravages permanents qui se sont abattus sur toutes les tentatives d'œuvre de ma vie. Oui, quand vous dites... chaque fois, je restais sidérée, sans pouvoir opposer même le démenti à ce que l'on disait. Et très récemment, je réalisais... Par exemple, quand vous parlez... Alors que j'étais petite, mon violeur me faisait du mal, c'est-à-dire quand on allait à la plage, il faisait tout pour m'ensevelir sous l'eau, en jouant sous prétexte de boire une tasse, vous savez. Voilà. Et jusqu'à me faire suffoquer, et j'avais même l'impression de mourir. Et donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de douloureux, et je vais dire qu'il m'en arrive tous les jours. C'est cette scène-là que vous revivez à chaque fois. Il n'y a pas longtemps que j'ai senti ça, que j'ai compris ça. Le lien, Voilà. Mais je ne comprends pas, même à travers ces 3 psychothérapies qui m'ont permis de mettre des mots dessus. De mettre des mots, d'accord. De mettre des mots et puis de revivre tout ça. Et on m'a fait observer d'ailleurs, entre parenthèses, que j'avais la chance de pouvoir voir le film de ma vie. Et c'est assez étonnant à vivre. À chaque fois que je pensais à quelque chose, j'avais une image symbolique qui n'était pas l'image de ce que j'avais vécu. Mais tout était en symbole. Et donc, je n'ai jamais eu, par les différents psychothérapeutes qui se sont occupés de moi, l'explication. Ils ont souvent écouté, mais pas expliqué. Qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'on vous explique, Yvette ? Que vous essayiez de m'expliquer pourquoi, en regard de ce que j'ai vécu, il y a de tels saccages au niveau des œuvres de ma vie. Oui, mais alors, moi, ce qui m'étonne dans votre question, quand vous dites je ne comprends pas et pourquoi, c'est comme si vous étiez en train de me dire que vous ne faites pas le lien entre la blessure originelle que vous avez subie, le trauma, et vous dites justement les ratages ou ce que j'ai eu du mal à créer dans ma vie, comme si vous me disiez, comme je fais pas le lien, j'ai pas l'explication. Alors que dans votre question, il y a la réponse. C'est ça qui me trouble dans votre façon de... En réalité, en fait, j'ai très souvent, vous vous en doutez, essayé de comprendre quelle était la relation entre ce que j'avais subi et ces incendies perpétuels qui arrivent... Mais ce serait quoi pour vous une relation ? Ce serait quoi pour vous ce qui vous donnerait la certitude de vous dire « Ah, il y a une relation ».
Mais écoutez, à chaque fois, Oui. j'essaie de comprendre ce qui relie. Et à ce moment-là, mon esprit, ma réflexion, mon raisonnement se fige. D'accord, donc expliquez-moi comment vous faites. C'est-à-dire quand vous dites, par exemple, vous vivez quelque chose de douloureux ou de désagréable qui vous arrive dans votre vie d'aujourd'hui, on va dire, ou récente, oui, et oui, vous dites, d'accord, et à ce moment-là, vous cherchez à faire le lien avec votre vécu de petite fille, c'est ça? Oui, je dis d'accord. Pourquoi Pourquoi ça m'arrive aujourd'hui ou pourquoi ça m'est arrivé hier? Voilà. Pourquoi non. Ça m'arrive tout le temps, quoi, maintenant? Pourquoi est-ce que tout ce que j'entreprends va être mis en place? Je suis très créative, très déterminée, j'ai des projets, j'ai toujours eu des projets. J'ai construit ma maison, j'ai dessiné les plans de ma maison. Ça fait pas mal de choses, tout ça. Oui, plein de choses, Donc il y aurait la question de pourquoi ça réussit aussi. Mais bon. Oui, peut-être. Oui, vous êtes en train de me dire. On est avec des. Non, mais en fait, vous cherchez, vous dites pourquoi quelque chose. Maintenant que j'ai vécu le pire, j'ai l'impression que c'est ça. Mais vous m'arrêtez si je me trompe. Moi, ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est j'ai vécu la pire des choses qui puissent arriver à une petite fille. Et de fait, c'est vrai. Donc, à l'aune de ça, comment il peut m'arriver encore des choses aussi terribles alors que j'ai eu le pire? Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi il m'arrive encore. Exactement, c'est exactement ça. Vous venez de le formuler, mais je vais ajouter quelque chose. Quand j'essaie de faire le lien, de trouver l'élément essentiel, je vois. Puisque je vous ai dit que je voyais des choses. Yvette, j'ai une autre question à vous poser du coup. Est-ce que autour de vous, vos proches, votre mari, ou vos amis, même j'allais dire jusqu'à, je sais pas, les commerçants, les gens que vous fréquentez, et il y a des choses terribles qui leur arrivent. Il y a tout être humain des choses terribles qui arrivent, des ennuis. Est-ce que pour autant, ils ont vécu quelque chose d'un trauma qui serait proche du vôtre? Pas forcément. Non. Oui. Donc, j'essaye juste de vous dire que dans la vie, on a tous, et si c'est un long fleuve tranquille, je crois qu'on le saurait. Voilà. Par contre, vous, ce qui est important, c'est de vous dire, mais en vertu de ce que j'ai vécu enfant, ce que je vis maintenant de tragique ou de douloureux ne doit pas avoir lieu d'être pour moi, dans ma perception. C'est ça que vous me dites. Oui, mais ce qui m'est pénible par-dessus tout, mais ça vient de moi, ça. J'ai un contact qui me semble difficile avec l'environnement. C'est-à-dire j'ai l'impression que je perce les gens très vite, très vite je vais saisir leur nature. Oui. Je suis sur la défensive, forcément. Oui. Je suis dans une forme de méfiance. Et donc, je ne vais pas spontanément au-devant des gens, alors que je suis pleine de tendresse pour les gens, parce que je me dis que ce que j'ai souffert, je le veux pour personne. Bien sûr, oui. Et en fait, vous êtes en train de me dire que le fait d'avoir été violenté de façon épouvantable enfant vous a rendu très très sensible finalement aux êtres, à vous méfier, et que ça vous isole du coup. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, sensible extrêmement, je vais dans une église, je pleure tout le temps. Je lis un passage, un mot va me toucher, je vais pleurer. Je vais voir un film, ça va être l'inondation. Je commence à parler de mon problème et aussitôt j'ai la gorge serrée. Je pense que là... Mais tout ça, c'est assez récent, Yvette, puisque vous me dites que vous en avez parlé très tardivement. Non, alors... Oui, j'en ai parlé très tardivement. Mais c'était comme ça, ces mécanismes dont vous me parlez, d'accord, étaient là avant. Oui. C'était là avant, oui. Et j'ai été... en quelque sorte, certainement tenue sous influence, mais j'avoue que je ne me rappelle pas de
peut-être des mots qui étaient prononcés ou je ne sais pas. Et quand vous me dites que vous avez une grande capacité justement de ce fait-là, de percevoir les autres, mais que du coup cette capacité vous isole, le fait d'avoir cette capacité de percevoir, vous avez du mal du coup à discerner ceux qui sont bons ou pas bons pour vous autour de vous? C'est pas comme ça que je le perçois. Ah, pas d'accord. pour moi. Oui. Pour moi. Mais bon ou vous voyez, dangereux ou pas, j'aurais pu dire autrement. Mais pas pour moi. Ah, c'est-à-dire? Eh bien, quand je rencontre quelqu'un, très vite, je vais me dire c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de voilà. Oui. Mais je peux rencontrer quelqu'un aussi et tout à coup, je sens que ça n'est pas ça, que je n'en ferai pas une amitié, voilà. Oui. Mais pas par rapport à moi, vraiment. Il n'y a pas l'intérêt de la relation. Vous voulez dire qu'à chaque fois, vous vous sentez isolé. Vous ne trouvez jamais d'intérêt à la relation. Voilà. Vous avez du mal à trouver intérêt à la relation. Voilà, quand c'est mauvais, quand c'est mauvais. Et mais qu'est-ce qui se passe quand ça se passe bien? Vous en avez des bonnes relations avec certaines personnes? Oui, mais je n'en ai pas vraiment. Pas vraiment? Non. Je suis, je vais dire très isolée. Oui. Je n'ai jamais que 2-3 collègues avec lesquels j'ai des échanges téléphoniques de temps en temps, mais chacune a sa souffrance et sa vie. Comme vous dites, tout le monde a des choses difficiles à surmonter. Mais plus de famille, donc plus de famille vraiment, quoi. Il n'y a ni oncle, ni tante, ni cousin, ni cousine, ni voilà. Et plus votre 3 mari. personnes et pas plus. Oui. Mais donc je suis extrêmement isolée et dans ce parcours extrêmement difficile, je me dis que c'est pas possible. Il va y avoir une ère de repos, un moment de paix où je vais peut-être trouver la bienveillance, parce que c'est ce qui vous manque le égard, plus. Oui. Vous l'avez eu quand vous étiez en couple dans votre histoire de vie? Non, pas du tout. Mon mari j'ai découvert après la naissance de mes enfants qu'il était extrêmement volage. Il était bel homme, très bel homme. Il avait une situation très en vue. Il y avait beaucoup de monde autour de lui et il a mené sa vie et j'ai dû assumer l'essentiel. Donc et avec vos enfants aujourd'hui, vous avez un lien? Ça se passe pas bien. Pas bien. Ça se passe pas bien et je pense que. Et vous pensez, vous diriez que c'est à cause de quoi que ça se passe pas bien? Oh, c'est à cause de quoi? Le manque. Elles n'ont pas eu le bon modèle. Le père n'était pas le bon modèle. J'ai certainement été trop l'autorité et l'autorité renforcée parce que il n'y avait pas l'autorité naturelle du père. Et ce serait compliqué de vous rapprocher de vos enfants aujourd'hui, c'est pas possible? Ah oui, très compliqué. Parce qu'il y a des problèmes entre eux, de la jalousie, de la bêtise. Et ça vous empêche d'être en contact avec eux? Je suis au contact difficile avec certains et très difficile avec une autre que je ne comprends pas, mais qui a un comportement d'adulte un peu égoïste, peut-être très égoïste, voilà. En fait, vous êtes triste que vos enfants ne prennent pas soin de vous maintenant? Oui, je leur demande pas vraiment de prendre soin de moi, mais je voudrais pouvoir avoir des relations normales, avoir. Et pourquoi vous leur demandez pas ça, avoir des relations normales? J'ai fait. Voilà. D'accord. Sous quelle forme? En parlant, en écrivant, en téléphonant, mais on va même jusqu'à me priver de la présence de mes petites filles, donc pour l'une. Donc c'est assez. Vous pensez qu'ils vous en veulent de quelque chose? Que vous pensez de quoi de vos enfants? Non, elles s'en veulent entre elles et il y en a 2 qui s'en veulent entre elles et la jalousie fait que je suis responsable de cette jalousie qui ne tient pas debout. Ouais. En fait, je comprends, Yvette, que vous me disiez que tout ce que vous vivez, vous trouvez ça très injuste, en fait. C'est ça que vous êtes en train de me dire.
Hein, oui, c'est très injuste parce que finalement j'ai subi quelque chose d'épouvantable et aujourd'hui je vois pas le lien, je vois pas pourquoi j'ai la vie que j'ai alors que ça va, j'ai assez payé finalement. Exact. Oui. Ce serait bien, Yvette, moi le conseil que je vous donne, c'est d'essayer de faire coûte que coûte la paix avec vos enfants. Ça me paraît absolument l'essentiel, même si ça vous paraît difficile et insurmontable. En tout cas, je vous le souhaite parce que ça vient de la maman et donc je vous souhaite de pouvoir renouer. C'est en tout cas ce que j'ai envie de vous dire ce soir. Il est minuit. C'est l'heure de notre rendez-vous de la nuit qui se poursuit au 39-21 en direct avec vous jusqu'à 1h du matin pour vous exprimer sur tout ce qui vous touche, vous affecte ou vous rend heureux. Un moment choisi pour partager avec nous toutes vos émotions, même les plus contradictoires. Vous pouvez nous appeler au 39-21. Vous serez accueillis au standard par Quentin sous l'œil attentif de Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi nous joindre par SMS en composant le 739-21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. Et puis n'hésitez pas à réagir à ce que vous entendez en direct. Ici, on échange, on s'entraide aussi, on prend soin des uns des autres. Bref, on se tient chaud au cœur. 39-21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Et puis avant d'accueillir Béatrice, Yvette, si vous nous écoutez toujours, voilà quelques petits messages pour vous. Un auditeur, une auditrice qui dit Yvette est hypersensible et doit accepter ce qui est quasiment un don. Elle doit peut-être accepter l'injustice qu'elle a subie. C'est injuste, mais c'est comme ça. Et peut-être que dans sa relation aux autres, elle les trouve finalement sans profondeur. Mais c'est à elle également finalement de faire un pas et les choses passeront mieux. Et puis il y a un auditeur qui vous conseille pourquoi pas faire de l'hypnose ou encore de la kinésiologie pour évacuer le mal que vous a fait cet homme dans votre enfance. En tout cas, bonne route à vous, Yvette. Vous êtes là, Béatrice ? Oui, bonsoir Béatrice. Voilà, moi je vais vous appeler parce que j'ai un problème avec mon mari qui est malade. Il est en institut psychiatrique depuis 14 mois maintenant, mais il est malade depuis 8 ans. Et il a commencé par des problèmes de vertèbres qui se cassaient spontanément, à la suite de quoi on a découvert des tas de problèmes intérieurs, d'anévrisme, de problèmes d'intestin. Enfin bref, il a eu 6 opérations très longues et très importantes en l'espace de 2 ans, avec à chaque fois de la morphine pendant 8-10 jours, chose qui ne lui a pas très bien réussi. Et entre parenthèses, je ne comprends pas les gens qui prennent de la morphine parce que quand on voit l'état dans lequel il était avec, je ne sais pas ce que ça peut donner chez les autres. Et pourquoi il est en psychiatrie aujourd'hui ? Alors, parce qu'il est devenu alcoolique à la suite de la 5e opération. Ah oui ? Il a très mal réagi et il était dans un métier autrefois, puisqu'il est à la retraite depuis 13 ans maintenant, et il était dans un métier bâtiment et travaux publics d'autrefois, où il était de bon ton de bien manger et de bien boire. Oui. Bon, depuis sa retraite, il avait arrêté quasiment, enfin, il buvait très, très normalement, très simplement. Et puis, après la 5e opération, il n'en pouvait plus. Et il était en dépression, il a une BPO sévère, enfin bon, il a des quantités de choses qui ne vont pas. Et du coup, il s'est mis à boire, au point que tous les temps en temps, il tombait par terre. Il fallait que j'appelle les urgences. Et en une année, il a dû aller 13 ou 14 fois aux urgences, vous voyez. On le gardait 2 jours, on me le renvoyait. Bien.
Et puis maintenant, donc depuis 14 mois, il est dans cet institut parce que la dernière fois, il y a 14 mois, il avait fait une crise de délirium ou de démence à la maison et il m'a jeté dans l'escalier alors que j'essayais de le raisonner, de le stopper, mais il voyait des tas de choses hallucinantes, etc. Et donc, à partir de là, il a été mis à l'hôpital et puis ensuite expédié comme ça, voilà. Et alors, le problème qui se pose, c'est que, c'est un homme que j'ai toujours aimé profondément et il m'aimait profondément. Nous sommes mariés depuis 42 ans. C'est un homme profondément intelligent, brillant, plein d'humour, mais qui a une telle intelligence qu'il supporte difficilement les gens qui n'arrivent pas à le suivre. Il m'a donc, je dirais entre guillemets, formaté, parce que je n'avais pas les mêmes études que lui. Il m'a formaté pendant 20 ans. Il m'a appris énormément de choses. Et au bout de 20 ans, il a vu que j'étais arrivée au maximum de mes capacités. Donc, il a commencé à se désintéresser un peu de moi. Et je suis devenue, entre guillemets, sa chose, c'est-à-dire que j'étais la personne qui gérait absolument tout pour lui, aussi bien professionnellement que familialement. Vous travaillez ensemble? Oui, j'ai travaillé avec lui pendant 35 ans, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, sans être rétribué comme ça se faisait autrefois, parce que ça évitait de régler quelqu'un d'autre, évidemment. Et en plus, j'avais la gestion de son indivision familiale à lui. Je recevais professionnellement au moins 4 fois par semaine des gens à déjeuner à la maison. Donc je partais une demi-heure avant le midi et puis je rentrais un petit peu après les 2 heures. Donc enfin c'était plus agréable de recevoir dans notre maison à la campagne que d'aller dans des restaurants, etc. Voilà. Bon, mais c'est une vie que j'ai appréciée, que j'ai aimée. Oui, ce rôle d'épouse modèle vous convenait en tout cas. Voilà. J'avais besoin de quelqu'un qui me dirige un peu, qui m'aide. Par contre, c'est allé un peu loin dans le sens où nous n'avons jamais eu d'autres vacances que sur un bateau. Mon mari était fou fanat de la mer. Donc nous avons fait ça, mais tous les week-ends de toute l'année et toutes les vacances scolaires avec notre enfant. Ça pendant 30 ans. Il a dirigé votre vie finalement. Totalement, totalement. Mais ça me convenait dans le sens où j'avais besoin que quelqu'un s'occupe de moi. J'ai manqué de beaucoup de choses. Ça vous donnait un gouvernail, pour reprendre l'image du bateau. Voilà, exactement. Exactement. D'accord. Et puis, il s'est trouvé qu'une fois à la retraite, il y a 13 ans, 2 ans après, il s'est rendu compte qu'il perdait l'équilibre. Et il a fait des fractures spontanées de vertèbres. Il a été hospitalisé. Et c'est là où, à force de faire des examens, on a découvert tout ce qui n'allait pas chez lui. Et vous disiez énormément de choses. Et vous disiez donc le problème aujourd'hui, pour vous? Alors, pour moi, le problème, c'est que donc, ça fait 14 mois qu'il est dans cet institut, que je le sors au début, je le sortais toutes les 3 semaines, juste pour un déjeuner pendant 2 heures, à 3 kilomètres de là où il est, et puis je le ramenais. Mais plus ça allait, plus il réclamait que je vienne le chercher. Donc, c'est passé à 15 jours. Et maintenant, alors qu'il perd totalement la mémoire, qu'il ne parle plus, qu'il marche avec 2 cannes anglaises difficilement, etc., il arrive encore à me dire: tu m'emmènes la semaine prochaine, viens me chercher, où il fait téléphoner par les infirmiers. Il continue à vous commander, en fait, c'est ça que vous m'expliquez. Alors, il m'a laissé tranquille pendant quelques mois, et puis maintenant, il essaye de reprendre le dessus, alors qu'il est en train de décliner, au point de vue santé, de façon importante. Il est évidemment en maladie, comment appelle-t-on ça, dépression nerveuse. Vous m'avez dit. Très longtemps. Mais comment vous vivez-vous cette situation? Très mal. Alors, justement, qu'est-ce qui vous pose problème, justement, dans cette situation? Le problème, c'est que je me sens coupable si j'arrête d'aller le voir et de m'occuper de lui. De ne plus obéir, finalement. De ne plus obéir, mais c'est surtout que j'ai peur qu'il soit trop malheureux. C'est peut-être une des dernières choses qu'il ressente.
parce qu'il oublie énormément de choses. Ah mais, oui, donc vous êtes dans une double culpabilité, à la fois coupable de ne plus obéir, mais aussi coupable de ne pas de laisser tomber. Oui. Et voilà. Donc à la fois vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de lui, Exactement. en fait. Hein, c'est une double culpabilité. Voilà. Oui, je comprends. Alors que tous les médecins, et nous sommes dans on a beaucoup d'amis médecins autour de nous, ont 2 qui vont le voir très régulièrement là où il est. Oui. Le médecin responsable de l'ensemble où il est, je discute beaucoup avec lui aussi, ils me disent tous, mais prenez soin de vous, pensez à vous, vous êtes plus importante que lui, essayez de pallier tous ces problèmes et de laisser les choses telles qu'elles sont, arrêtez de vous obliger à aller le voir. D'autant plus que physiquement, il a perdu 45 kilos en un an. Il est en train de se décomposer physiquement. La circulation n'existe plus dans le bas des membres, jambes et bras. Le cerveau ne marche plus. Le poumon est atteint. Le cœur aussi. Enfin bon, et ça depuis plusieurs années. Mais j'ai toujours cette hantise et cette peur. Je me dis, si je le laisse tomber maintenant, c'est sa mort assurée sous peu. Ah oui, vous avez le sentiment que si vous ne venez pas... Ça fait des années qu'il veut se suicider, mais comme il n'en a pas... Et j'ai toujours là il est protégé, comme il est en hôpital psychiatrique. Là, il ne peut pas. Mais avant, si vous voulez, il y a 14 mois qu'il y est, mais depuis 3-4 ans avant son hospitalisation, il voulait se suicider, mais comme il n'en avait pas le courage, il me demandait de le faire pour lui ou de l'aider. Ah oui. Parce que, évidemment, je n'ai jamais accepté. Je lui ai toujours dit, tu peux te suicider si c'est ton envie et ton besoin, je ne serai pas contre. Mais je ne peux pas le faire pour toi. Oui, je comprends, Béatrice. Et comment vous vivez les moments où vous êtes justement loin de lui, vous qui avez toujours été habitué, c'est ce mot qui me vient. J'ai une chance extraordinaire. C'est que si je suis loin de lui pendant 8 jours, si je ne le vois pas pendant 8 jours, je l'oublie. Donc en fait, vous me dites que quelqu'un dont vous avez été l'alpha et l'oméga et qu'il a été pour vous durant 40 ans, là en fait, quand vous n'êtes plus en sa présence et qu'il n'est plus dans votre vie à vous, ça va en fait. Oui. C'est pas, vous n'êtes pas dans un manque ou dans... Par contre, nous sommes obligés de vendre sa maison, qui était une superbe propriété que nous avons construite nous-mêmes de nos mains puisqu'il était dans ce métier. Nous sommes obligés de la vendre pour payer l'institut où il est, parce que sa retraite ne suffit pas. Et comme nous sommes une vieille génération, j'ai eu 70 ans hier, donc c'était encore la génération où les hommes faisaient vivre leurs femmes. Donc je n'ai absolument rien pour vivre autre que sa retraite, qui est prise quasiment en totalité pour l'institut où il est. Donc il faut vendre notre grande maison. J'ai racheté une petite maison dans le même village pour me loger, qui lui appartient, puisque tout ça, ce sont des biens propres à lui. Mais, si vous voulez, ça m'a fait du bien de ne plus être dans la maison. Oui, parce que c'est une nouvelle page qui se tourne, une nouvelle vie. J'ai tourné cette page. Ah, et c'est en étant dans cette nouvelle maison qu'une nouvelle vie s'est ancrée en vous, en fait. Voilà, et que je ne supporte plus d'aller le voir. Et vous supportez plus l'ancienne vie, en fait, j'ai l'impression. Je ne supporte plus l'ancienne vie, évidemment. Ouais. Vous êtes passé à autre chose. Voilà. En plus, j'ai perdu ma mère fin août, qui avait 90 ans passés, d'une crise cardiaque subite en 3 heures. Ce qui m'a énormément choqué, ce à quoi je ne m'attendais pas. Vu mon âge, je pensais que j'accepterais ce qui était logique. Ah, mais il n'y a pas d'âge pour... Ça m'a énormément choqué. Et rendu incapable de faire quoi que ce soit pendant 3 semaines. Alors, le mari, la mère, et heureusement, je pars en cure dimanche matin pour 3 semaines. Donc, je sais que là-bas, je ne penserai plus à tout ça. Mais est-ce que vous pensez que je serais coupable si jamais il lui arrivait de partir rapidement, de décéder rapidement, parce que je l'aurais laissé tomber? Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, Comment vous le ressentez? Vous le croyez? Moi, je le crois. En fait, et alors, ça vous gâche un peu votre départ ou votre cure, votre projet de cure? Ça me fait peur. Ça vous fait peur? J'ai très peur qu'on me fasse revenir pendant ma cure. Ah, vous craignez. Quel est le diagnostic des médecins concernant son état pendant votre absence de 3 semaines?
Est-ce que vous leur avez posé la question? Oui, bien sûr. Le médecin général qui s'occupe des 3 entités, enfin des 3 trucs, m'a dit, écoutez, actuellement, on ne peut plus rien faire pour lui de spécial. On essaye de l'empêcher de souffrir parce qu'il souffre beaucoup de son dos et de ses mains et de ses mais pieds, eux disent qu'il y a, enfin, que c'est limité dans le temps, en fait, et que non, le diagnostic vital n'est pas. Voilà. D'accord. Moi, je le crois. Je crois que c'est engagé depuis longtemps déjà. Parce que ça fait quand même 7 ans qu'on me dit que je peux le trouver mort n'importe quand en fonction de ses anévrismes. On ne peut plus l'opérer parce que... J'ai une question, Béatrice. Vous avez un enfant ensemble. Oui. Vous pouvez compter sur votre enfant pour... Elle souffre terriblement parce qu'elle avait un lien très particulier avec lui. Son père. Elle en souffre beaucoup, elle va le voir tous les 15 jours. Oui. Mais à chaque fois, elle est chavirée et elle accepte très mal que je lui parle de son père ou que je la tienne au courant de certaines choses parce que à chaque fois, ça la bouleverse totalement et qu'elle met plusieurs jours à s'en remettre. Donc vous êtes en train de me dire que vous ne pouvez pas compter sur elle s'il arrivait quelque chose de grave. Que sur ma sœur et une amie intime qui sont toutes les deux au courant de tout. Donc, qui vous alerterait. Vous êtes loin vous serez loin. Je vais être à 600 km. D'accord, donc quelques heures de voyage. Voilà, mais c'est entendu avec ma sœur que s'il arrivait quelque chose, immédiatement, vous êtes prévenu. Avec son mari me chercher et on remonte avec les 2 voitures, il me ramène, etc. D'accord, donc en fait, vous avez tout prévu. Voilà, c'est ça que j'entends. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez tout prévu. Je suis même allée voir un psychiatre il y a 1 an et demi. Pour essayer de me faire aider s'il y avait besoin. Oui. Et au bout d'1 heure et demie, elle m'a dit, écoutez madame, vous avez fait le tour de la question, vous êtes parfaitement au courant, vous connaissez tout, je ne peux rien pour vous, sauf vous écouter si vous en avez le besoin. Mais je ne peux rien vous apporter et je ne peux pas vous aider par parole ou choses comme ça. Vous avez déjà fait parfaitement le tour de tout ce qui... ce qui est compliqué pour vous ce soir, et ce que j'entends et comprends tout à fait, c'est cette culpabilité de dire il y a toute cette vie avec lui, il y a tout cet engagement auprès de lui, et sur la dernière ligne droite, je me désengage. Et ça, c'est compliqué pour vous. Et j'en ai besoin parce que... Physiquement, il devient... difficile, c'est ce que vous dites. Affreux à voir. Et affreux à voir. Il est dans un mouroir, pour pas dire autre chose. Oui. Et lui-même est en train de se déformer physiquement. Oui. Mais il est conscient. Il est conscient. Non, pas de ça. Mais il est conscient quand vous venez le voir, il vous reconnaît. Il sait que c'est vous. Il me reconnaît. Il ne m'a pas reconnu pendant 3 mois, mais maintenant il me reconnaît depuis 11 mois. Vous lui avez prévenu que vous partiez quelque temps? Bien sûr, oui. Bien. Mais il loupe totalement, donc je lui ai écrit. Je lui ai écrit tout. Oui. Il les relit, mais l'infirmière m'a dit au bout d'un jour, il ne sait plus, il repose la question. Béatrice, qu'est-ce qui vous permettrait de ne pas ou de ne plus vous sentir coupable, vous pensez? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Pour moi, la seule solution, ce serait de ne plus aller jamais le voir. Ah oui? Oui. C'est-à-dire de... Parce qu'à chaque fois, vous savez, les premières fois où j'allais le voir, quand il était hospitalisé, là, après ses crises de démence, quand je repartais en voiture, j'avais une vingtaine de kilomètres à faire, je m'arrêtais sur la route pour rendre, tellement j'en étais malade. Oui. Je ne supportais pas de voir un homme aussi brillant, intelligent et fort et qui avait des capacités, grand mathématicien, etc. Ce qui est important pour vous, Béatrice, c'est de garder cet homme vivant dans votre histoire, dans votre vie, dans ce que vous avez aimé de lui. Oui, mais il faut que je ne le vois plus actuellement. Oui, je comprends. Voilà, c'est ça. Ça casse tout. Voilà, en fait, vous avez besoin d'ancrer ça et de passer définitivement à autre chose pour ne pas laisser mourir finalement votre histoire, se passer cet homme. Et c'est ça que vous ne voulez pas abîmer. Et quand je lui dis que je ne peux plus venir, que ça me fait trop souffrir, il me dit mais non, il faut que tu viennes me voir. Moi, ça me fait tellement plaisir. Tu vas pas me laisser tomber, tu vas pas m'abandonner. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous fait quand il vous dit ça? Comment vous le percevez? Je suis en larmes à chaque fois. C'est trop dur. Ah, c'est beaucoup trop dur. C'est trop dur parce que ça abîme finalement tout le passé? Voilà. Oui. C'est ça que ça détruit. J'ai eu un passé extraordinaire. Oui. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir une vie fantastique avec lui
bien que notre vie intime se soit arrêtée très tôt parce qu'il a été malade et que malheureusement tout s'est arrêté, et pour ma vie intime, à 48 ans, c'était terminé. Bon, chose que je n'avais pas imaginée, étant donné que nous nous sommes mariés relativement tard. J'avais 27 ans et il a 6 ans de plus que moi. Bon, donc vous voyez, j'ai pas eu une vie de femme mariée de femme complète, disons, pendant très longtemps. Mais j'acceptais ça parce que il y avait tellement d'autres choses qui me comblaient avec lui, qui me convenaient. Nous avions des discussions pendant des nuits entières sur des milliers de sujets. Enfin bon, c'était vraiment une vie très très agréable. Quand nous partions en bateau tous les week-ends, on avait aussi des ressentis identiques. Il m'a appris la mer, il m'a appris le vent. En fait, vous êtes en train de me dire, vous voulez pas toucher à ça. Vous voilà, voulez toucher à rien. Tout ça, et je ne veux pas le voir dans l'état où il est maintenant. Oui. Et ça vous rend coupable d'assumer ce besoin-là? Oui. Vous trouvez ça pas normal? Vous vous dites quoi? Voilà, parce que je me dis, vous dites, je suis un monstre, je suis sa femme, voilà, je devrais être là. Sa femme, il me réclame. Je devrais être à ses côtés en toute logique. Que je sois toujours à ses côtés. Et je n'y arrive pas. Moi, je ne le veux plus. Je comprends. Qu'est-ce qui vous, alors, à contrario, Béatrice, qu'est-ce qui vous aiderait à supporter justement cette histoire qui va se terminer, c'est-à-dire cette fin, c'est-à-dire au lieu de laisser l'histoire vivante telle qu'elle est dans vos rêves et dans votre nostalgie et dans vos souvenirs, qu'est-ce qui vous aiderait à accepter que l'histoire touche à sa fin de cette façon-là? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à ça? Il faudrait qu'il s'en aille. Vite. C'est ça que vous voulez dire. Voilà. C'est un peu comme si finalement vous partiez la semaine prochaine en cure en espérant que quand vous rentrerez, il ne sera plus là. C'est tout à fait ça. Ouais. Et quand je vous dis ça, ça vous met mal à l'aise ou pas du tout? Non. D'accord. Donc quel est le problème pour vous? C'est l'image des autres? C'est qu'est-ce qu'on pourrait penser de vous? Oui. D'accord. C'est pas un problème avec vous-même. C'est un problème. Je crois que c'est un problème vis-à-vis des autres. Oui. De représentation. Voilà, exactement. Aussi de représentation vis-à-vis de vous. Oui. Très peu de gens comprennent, imaginent et peuvent comprendre la vie que nous avons menée. Je crois que nous avons eu une vie exceptionnelle. Mais c'est que Béatrice, vous voulez pas la voir mourir, cette vie-là, et qu'en le voyant se défaire et s'abîmer, je ne l'ai plus depuis un mais an vous voulez rester, vous voulez garder immortel, vous voulez garder ça immortel. Vous avez, oui. En fait, vous voyez, c'est pas tant. C'est assez paradoxal d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que en voulant le garder proche de vous, vous le fuyez. C'est comme un paradoxe. Et puis malheureusement, les infirmières ou les médecins de l'endroit où il est passent leur temps à me dire « Oh, mais vous savez, il n'est pas en si mauvais état, mais il peut durer encore très longtemps, etc. » Et à chaque fois, c'est comme si je recevais un coup de poignard. Et Béatrice, en même temps, ce qui pose question, c'est est-ce que vous avez songé à, s'il part, donc, enfin il va partir, mais s'il partait là brutalement, qu'est-ce que vous, de tous vos souvenirs, de toute cette vie-là, si vous la gardez très vivante, est-ce qu'elle va pas vous empêcher de passer à la vie d'aujourd'hui, à celle qui... Non, parce que je vous dirais, je viens de changer de maison. Oui. Je suis bien plus heureuse dans ma nouvelle maison qui est 10 fois plus petite que l'ancienne. J'ai un minuscule jardin alors que j'avais un superbe parc. J'avais une maison de 300 mètres carrés avec un grand parc, avec un étang dedans, etc. Je suis dans une petite maison de 140 mètres carrés avec un jardin de 400 mètres carrés. Mais je suis bien plus heureuse ici. Parce que là-bas, j'avais son souvenir. Toutes les nuits, je faisais des cauchemars. Je croyais l'entendre marcher ou tomber ou tout ça. Alors qu'ici, je n'ai aucun souvenir avec lui. Oui, ce qui me frappe en fait dans votre témoignage, Béatrice, c'est que c'est un peu comme si vous aviez déjà refermé le livre de l'histoire, que vous avez aimé l'histoire, elle était belle, vous avez rangé le livre sur les rayonnages, et là vous êtes sur un autre, et que vous n'avez pas envie de le rouvrir. Et qu'à chaque fois que vous le voyez, ça rouvre l'histoire. Et je peux aussi vous préciser, si ça vous dit quelque chose, c'est que depuis que justement nous avons cette vie intime qui n'existait plus, je me suis mis à avoir et j'en ai parlé à mon médecin qui m'a d'ailleurs soigné pour ça pendant un certain temps, c'est que j'avais une vie nocturne, mais en dormant. Mais j'avais des rêves d'une deuxième vie
avec quelqu'un d'autre, un autre marin, je dirais, un autre marin solitaire et aventurier comme est mon mari, avec qui j'ai vécu. Il n'y a jamais eu de lien sensuel ou de lien intime avec ce personnage, mais pendant des années, pratiquement toutes mes nuits, je l'ai passé avec lui dans mes rêves. Oui, vous avez fantasmé une vie. Oui, mais vous avez le sentiment que vous êtes prête à la vivre, en fait. Mais c'est ça qui s'ouvre. Cet homme est mort. Ah, et cet homme est mort. Il y a quelques années. Ouais. Et maintenant, je fais des cauchemars. De lui? De lui et de mon mari. Et de votre mari. Oui. C'était deux hommes qui se connaissaient, d'ailleurs. Hein. Oui. Mais l'autre était un marin international ultra célèbre. Et mon mari était un grand marin, mais pas célèbre. D'accord. Disons. Ce qui me pose question pour vous, Béatrice, c'est en quoi ce que vous pensez protéger ou être protecteur pourrait, peut-être, hein, mais vraiment c'est une question que je me pose et je vous la pose, ne pourrait ne pas l'être pour vous. C'est-à-dire que si, voyez-vous, en admettant que ça vous va, vous ne le revoyez plus jamais, mais voilà, et puis mettons que on va imaginer le scénario, vous ne le voyez plus pendant un an. Je fais exprès de forcer le trait. Et vous apprenez son décès. Comment vous pensez que vous réagissez à ce moment-là? J'aurais certainement beaucoup de chagrin. Oui. Ça, c'est évident. Je serais très malheureuse, mais en même temps, je serais soulagée. Oui. D'accord. J'aurais l'impression de pouvoir vivre enfin, à ma façon. Oui, moi j'entends aussi une femme qui a été sous le joug et pas toujours très heureuse. Hein. Parce que je me suis mariée à 27 ans. Oui, il y a une urgence chez vous. Hein. J'ai 10 ans, j'ai travaillé à 17 ans. Oui. J'avais un métier passionnant et intéressant, je voyais énormément de monde. Je circulais beaucoup. Et donc, si vous voulez, pendant 10 ans, j'ai eu une vie fabuleuse, avec des quantités de gens aussi célèbres, des gens très célèbres, des gens pas célèbres, mais j'ai eu la chance d'avoir cette vie fabuleuse. Je me suis mariée donc à 27 ans. J'ai encore eu une vie fabuleuse avec cet homme. Et puis, depuis grosso modo 7-8 ans, depuis qu'il est malade, ça dégringole, ça s'en va. Oui, et vous, pendant ce temps-là, vous avez une urgence à vivre, quoi. Et voilà. Alors qu'il s'en va, vous voulez vivre et vous avez presque peur que ça vous rattrape, non? Exactement. Oui, il y a de ça aussi. Oui, parce que vous faites face à votre propre fin aussi et que ça c'est douloureux. Bien sûr. Alors il y a un auditeur qui demande si la situation était inversée. Oui. Comment vous aimeriez que ça se passe pour vous? Eh bien, j'aimerais bien avoir le courage, moi, de partir, de me suicider. Ouais. J'ai un arrière-grand-père qui l'a fait à 94 ans, vous me direz, mais enfin, il avait décidé qu'il en avait marre de vivre. Bon, il s'est suicidé. Je soupçonne ma mère d'avoir fait la même chose au mois d'août. Elle avait 91 ans, elle m'avait toujours dit qu'elle avait mis de côté tous les médicaments nécessaires pour s'en aller. Je pense que c'est ce qu'elle a fait. On n'en aura jamais la preuve, parce que je ne l'ai jamais dit à personne. Mais... si vous voulez, pour moi, le suicide n'est pas du tout un malheur. Je fais partie des trois religions. Donc c'est un mélange très particulier. Et j'ai des croyances. Mais pour moi, le suicide, ça n'est pas pour essayer d'avoir une autre vie ailleurs. C'est pour arrêter une vie qui ne me convient pas. Oui, vous êtes toujours dans cette idée de choisir ce qui vous convient. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Hein. On est dans la même valeur. D'être heureuse, essayer d'avoir mon bonheur. Oui, il y a Pascal qui demande de lui parler au téléphone. Ce serait possible parce que Pascal dit elle doit pas culpabiliser, elle l'aime vraiment, elle doit le laisser partir. Et pourquoi elle lui parlerait pas au téléphone? Mais je lui parle au téléphone. Et alors le problème, c'est qu'il n'entend plus au téléphone. Ah, il n'entend plus. D'accord. Il est très affaibli. Moi, ce qui me semble, Béatrice, en tout cas là, dans l'immédiat, il me semble que vous êtes assez prête. On a bien fait le tour de la question toutes les deux, à vivre ce que vous avez à vivre, en tout cas là, dans votre cure et dans les semaines qui viennent. Et puis d'avancer peut-être avec cette idée de représentation qui vous gêne. Mais pour vous, les choses semblent très très claires quand vous en parlez. Maintenant, juste vous assurer
que ce n'est pas un bouclier et que ça ne cache pas. Vous voyez que ce serait un bouclier devant des peurs et elles seraient légitimes, hein, la peur de la mort, la peur de votre vieillesse, Ah non, j'ai la pas peur. peur Non, de tout d'accord, ça. Non. d'accord. Non, non, du tout. D'accord, bah écoutez, vous le sentez comme ça. Quand Oui, j'avais d'accord. 17 ans, j'ai perdu mon père après, j'ai perdu mon grand-père après, des gens qui comptaient énormément pour moi. J'ai perdu mon père, j'avais même pas 30 ans. Écoutez Béatrice, donc, oui, donc non, j'ai pas peur de ça du tout. Profitez à ce moment-là de ce temps de cure pour continuer à réfléchir à ce qu'on s'est dit autour de cette représentation qui vous pose question, mais dont on sent qu'elle ne tient que sur une image. À le voir moins souvent après. Voilà. Organisez en tout cas votre vie en fonction, puisque on sent que cette histoire de culpabilité plus y est liée à de la représentation qu'autre chose chez vous, il me semble. Oui, je crois. Bon courage en tout cas vous, Béatrice, et bonne cure en tout cas. Vous êtes bon vraiment repos. très très gentille. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bonsoir David. David ? Bonsoir David. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir, bienvenue dans la libre antenne. Bienvenue. Voilà. Alors je vous appelle parce que j'ai passé 15 ans avec la mère de mes 2 filles. On n'avait pas du tout au début la même conception de la vie. Moi je me voyais faire le tour du monde, profiter au maximum de voyages, etc. Elle a souhaité, elle a voulu que nous soyons parents. On a 2 filles aujourd'hui que j'aime plus que tout, forcément. Mais il y a 1 an, elle a décidé de notre séparation. Oui. On a passé des moments extrêmement difficiles, surtout depuis la naissance de notre 2e enfant, qui a passé plus d'1 an à l'hôpital. En couveuse ? C'était un prématuré ? Non. C'était dû à un vaccin. En fait, à l'âge de 2 mois, elle a eu un vaccin qui a énormément abîmé son système digestif, qui a fait que son système digestif a été très très détérioré. Et depuis l'âge de 2 mois, elle n'a pas mangé. Elle a été nourrie artificiellement par perfusion, puis aujourd'hui directement par l'estomac, branchée par un tuyau à une pompe, alimentée artificiellement, quoi. Donc voilà, et je lui en veux donc énormément parce que je n'avais pas le souhait de fonder une famille il y a 15 ans, et aujourd'hui c'est quand on a eu une famille qu'elle vous manque aujourd'hui. Oui. Voilà. Oui, c'est-à-dire en fait, ce qui est douloureux pour vous, c'est qu'elle vous a entraîné dans cette histoire de famille, puis elle vous lâche au moment où vous êtes prêt à la vivre. Enfin, vous étiez bien de la vivre. On a une grande de 11 ans, une petite de 3 ans. 3 ans, j'étais prêt, depuis des années, j'ai toujours assumé mon rôle de père, du moins je l'espère, et je lui en veux donc énormément. Oui. Qu'est-ce qui a provoqué la séparation, David, vous pensez ? Vous savez, on a passé énormément de temps à l'hôpital, et puis elle a fini par ne plus m'aimer. Elle me l'a dit tout récemment. Elle n'était plus tolérante, elle ne tolérait plus la moindre erreur de ma part. Moi aussi, j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais au quotidien, elle était devenue très impulsive. Il y avait peut-être plus de patience chez elle due à cette situation très stressante et difficile à affronter d'un bébé hospitalisé. Bien sûr. Oui. Mais pour moi aussi, pourtant j'ai bien sûr. Oui. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'imagine, oui. Mais un an de travailler pour être avec elle, c'est normal. Mais d'arrêter le couple, alors c'est vrai que c'est un peu terrible dans l'histoire de couple, les choses, les événements très 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 traumatisants ou très forts. Soit on dit qu'ils rapprochent les couples, soit ils les font exploser. C'est souvent tout l'un tout l'autre. Donc là, vous avez vécu quelque chose vraiment d'une situation de stress,
énorme pour le couple en fait, face à ce bébé qui allait pas mal et qui allait très mal et qui était à l'hôpital. C'est-à-dire, c'est juste après qu'a eu lieu la séparation, quand l'enfant, puisque là ça fait 2 ans et vous me dites la petite a 3 ans, c'est ça? Vous êtes séparés. Allô? Elle avait 2 ans, quelques mois après sa sortie d'hôpital. Quelques mois après. Voilà. De quelle façon, vous avez sur le moment réagi vis-à-vis de votre femme? Est-ce que vous avez tenté de dire, mais on peut peut-être, voilà, on vient de vivre un moment douloureux et difficile, est-ce qu'on peut tenter, vous, qu'est-ce que vous souhaitiez à ce moment-là? Je parle pas aujourd'hui, je parle à ce moment-là. À ce moment-là, elle était parfois tellement, enfin, on avait fini, par devenir tous les deux violents. Oui, l'un envers l'autre. Exactement. Oui. Et je l'ai encore appelé ce soir pour lui dire que c'était un gros gâchis. Oui. Voilà. Et comment elle a réagi quand vous dites ça aujourd'hui? Ce coup de fil ce soir, comment elle a réagi? Elle m'a dit qu'elle n'avait plus rien pour moi, qu'elle n'était plus heureuse et qu'elle était plus heureuse seule. Voilà. C'est ce qu'elle dit. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous reproche, vous pensez? Qu'est-ce qui lui va pas finalement dans cette relation avec vous? Parce que bon, elle dit qu'elle vous aime plus, mais qu'est-ce qui ne lui va pas en fait très concrètement? Qu'est-ce qui lui permet, si vous voulez, de ne plus vous aimer? Qu'est-ce qui fait qu'elle vous aime plus? Vous le savez ou peut-être pas? D'après vous, enfin. Je pense que tout a été un peu amplifié par entre guillemets ma belle-mère, quoi. Et sous prétexte de la entre guillemets protéger, alors que je ne lui ai jamais fait de mal, même si tous les deux on finissait par s'en vouloir pour tout. Ma belle-mère a fait en sorte qu'elle puisse avoir les filles avec elle tous les week-ends. Et ça, je l'avais prédit. Et vous les avez pas? Et vous les avez pas? Les enfants? Alors, c'est compliqué. Si, je les ai, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est séparés. Ma belle-mère vit à Paris. Oui. Mais nous sommes en province. Avant, elle ne venait jamais en province. Elle ne quittait que rarement Paris. Et depuis, elle est tous les week-ends à la maison. Voilà. Et ça, j'ai également beaucoup de mal à le vivre. D'autant plus que je l'avais dit à ma femme à l'époque que si on se séparait, ce serait probablement à la demande entre guillemets de sa mère, sur le conseil de sa mère, pardon. Et que chaque week-end elle serait à la maison. Elle est venue aider au retour de l'enfant de l'hôpital. Elle est venue pour aider sa fille. Oui, tout à fait. Les beaux-parents ont toujours été très présents à l'hôpital. Hein. Mais à mes yeux, plutôt que d'essayer d'arranger notre couple pour laisser la famille scindée. Vous avez l'air de pas avoir, d'éléments de réponse sur le fait de pourquoi. En fait, vous me dites c'est sans doute ma belle-mère qui a pesé dans la balance pour la séparation, mais vous n'avez pas d'éléments sur finalement qu'est-ce qui fait que votre femme ne souhaitait plus la vie commune avec vous. Ce que je me reproche. Oui. Oui, tout à l'heure quand je vous entendais parler d'hommes narcissiques, je me retrouve parfois dans ce portrait. Oui. Mais quoi qu'il en soit, c'est-à-dire... Oui, qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
C'est rare que les narcissiques se retrouvent dans un portrait, c'est pour ça que je vous demande. Oui, mais... Je voudrais savoir si vous vous accablez pas à tort. Je ne crois pas. Oui. Je ne crois pas. J'aime bien tout savoir sans vouloir tout contrôler, mais j'aime savoir. Après, je ne suis pas le gendre idéal qu'elle aurait voulu, ne serait-ce que sur ma situation. Depuis quelque temps, moi-même, j'ai une maladie invalidante progressive depuis une dizaine d'années. Oui. Et aussi, le fait que je sois... elle m'a souvent reproché d'être... je crois qu'elle a eu du mal à gérer. Ça lui a fait 2 invalides à la maison. Voilà. Et donc, elle a eu le sentiment de ne pas pouvoir compter sur vous. En fait, c'est ça surtout, j'ai l'impression. Et que vous deveniez aussi le centre. C'est pour ça que vous parlez de narcissisme tout à l'heure. C'est le fait d'avoir une maladie. Ben forcément qu'on a dû s'occuper de vous aussi. Non, c'est pas... Non, mais par exemple, je sais qu'elle a eu une aventure là tout récemment. Et un soir, je me suis débrouillé pour y être. Mais voilà, mais j'ai... Oui. Qu'est-ce que vous... alors oui, il y a un auditeur qui demande, là je vois le SMS qui arrive, c'est que vous aviez parlé d'erreurs commises de votre part. Lesquelles pensez-vous avoir faites, demande Oliande. Lesquelles je n'ai pas été parfaitement fidèle. Oui. Mais vous dites qu'elles non plus. Elles non plus, oui. Mais ce dont je vous parle là, c'était tout récent. Donc on était déjà séparés. Je vous parle d'une rencontre d'il y a quelques jours. En ce qui vous concerne ou en ce qui la concerne? Non, en ce qui la concerne. Ah d'accord. D'accord. Alors que vous c'était du temps, d'accord. Et c'est ça l'erreur que vous pensez avoir commise vis-à-vis d'elle? Qu'elle a appris. En tout cas, j'ai toujours été aimant et j'ai peut-être trop voulu avoir le contrôle sur certaines choses du quotidien. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui pour tenter de renouer avec elle ou d'avoir des bonnes relations? Ça, c'est très, très difficile. Je l'appelle régulièrement. Elle me le reproche. Comme quoi? Parce que ça l'embête? Elle vous dit que ça l'embête? Oui, tout à fait. Oui. Oui, elle avait même décrété que notre communication se ferait exclusivement par mail. Ah oui. Voilà. Il a été question à un moment donné d'une thérapie de couple entre vous ou jamais? Parce que vous avez quand même traversé quelque chose de difficile pour un couple. Il y a quelques années, on avait essayé, oui. Mais quelques années au moment où le bébé, votre numéro 2, est hospitalisé? Non, pas du tout. C'était bien avant. Et depuis? Depuis, non. Et vous aviez essayé parce qu'il y avait des problèmes dans le couple? Déjà à l'époque? Déjà à l'époque, oui. Je la trouvais à l'époque, à l'époque, c'était sans fondement, extrêmement jalouse et possessive. Voilà. Mais aujourd'hui, ma grande question est pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'en détacher? Je ne sais pas si je l'aime encore, ou si c'est uniquement le concept de famille avec moi qui survit. Mais est-ce que vous arrivez déjà à distinguer les deux? C'est-à-dire quand vous pensez juste à elle, voyez, à la personne qu'elle est,
et que vous ne pensez juste qu'à ça, vous voyez, c'est-à-dire au vécu avec elle, même un peu avant les enfants, pendant les enfants, le moment où ça allait pas bien dans le couple. Vous voyez, est-ce que vous avez ce sentiment de regretter la compagnie, vous voyez, de cette femme-là, ou est-ce que ce qui vous fait mal au cœur, et c'est le cas de le dire, c'est justement ces enfants, la famille que vous pouviez former? Est-ce que vous arrivez quand vous imaginez, vous voyez, si vous essayez de vous concentrer sur l'un ou l'autre de ces images, qu'est-ce que vous ressentez? Vous voyez, si je vous parle que d'elle, est-ce que vous ressentez une forme de bien-être ou de malaise? Qu'est-ce que vous dites sur elle, juste sur elle? Et puis, qu'est-ce qui est convoqué chez vous quand vous êtes dans la nostalgie ou le regret? Est-ce que c'est des images des enfants avec elle, d'une promenade un dimanche, d'un goûter, d'un repas? Vous voyez, qu'est-ce qui s'impose à vous dans l'image? Tout d'abord, la famille, c'est vrai. Ouais. Quant à mon ex-compagne, elle a su être parfois adorable et parfois j'ai été capable de lui en vouloir au point de la détester, parce que ne serait-ce que quand je lui offrais des fleurs, je pense qu'elle ne m'aimait tellement plus que quelques heures après, je savais qu'il allait y avoir un scandale pour rien, quoi. Le moindre prétexte était bon pour se fâcher. Pour se fâcher. Donc, vous veniez avec vos fleurs comme un drapeau blanc pour la paix, mais ça ne suffisait pas, en fait. Ça ne permettait pas la paix. Oh, pas forcément pour la paix, comme ça, pour lui faire plaisir aussi. Voilà. Ouais. Moi, j'ai le sentiment... Oui, dites-moi. Je trouve je suis loin d'être parfait, comme personne ne l'est. Je vous rassure. Mais j'ai un peu de mal à digérer que j'ai toujours suivi ses demandes. Elle a voulu quitter Paris, on a quitté Paris. Elle a voulu avoir des enfants, on a eu des enfants. Elle a voulu déménager plusieurs fois, on a déménagé plusieurs fois. Et puis là, elle veut se séparer et on se sépare. Exactement. Ouais, je comprends ce que vous dites, David. En fait, vous dites, mais finalement, et moi, j'ai pas mon mot à dire dans tout ça. Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Qu'est-ce que je deviens finalement dans cette histoire-là? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je deviens? C'est aussi pour ça, j'imagine, que vous l'appelez tous les jours pour avoir cette réponse-là. C'est étrange, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, en écoutant l'autre témoignage sur le narcissisme, je me suis reconnue et j'ai plus le sentiment qu'il s'agit de votre femme que de vous. Parce que vous ne diriez pas tout ça sur vous? Elle également, probablement. Oui. Alors, il y a Marie qui vous écrit un mail ce soir et qui vous dit « J'aimerais dire à David de cesser de penser à cette femme si cela lui fait plus mal au cœur que de bien et de limiter la relation entre eux au simple échange des enfants et de passer à autre chose et aller par exemple en voyage comme il souhaitait vivre sa vie auparavant. » Et puis Marie qui accepterait volontiers d'échanger ses coordonnées avec vous parce qu'elle a des amis qui ont vécu la même chose et elle aimerait vous apporter son soutien si vous en êtes d'accord, et on vous donnera ses coordonnées hors antenne. Eh bien, je la remercie beaucoup et ce sera avec plaisir, oui. D'accord. Et puis, avant de vous quitter, David, parce que c'est la fin de l'émission, c'est vrai que vous avez raison, dans toute séparation, ce qui est très douloureux, c'est de renoncer justement à cette image, à cette idée de la famille. Donc, je vous souhaite, si vous ne retrouvez pas celle-là, de continuer et de poursuivre avec vos enfants peut-être une autre rencontre. Et aujourd'hui, il y a des familles recomposées. Donc, je vous souhaite en tout cas un beau parcours, David. Merci de nous avoir appelés. Bonsoir. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Bonne nuit, bon week-end, à vendredi prochain.